Ah oui, tout à fait. Donc, je propose que nous continuions nos auditions et pardonnez-nous du léger retard, mais ça s'enchaîne et voilà. On a du mal à complètement être dans le cadre, mais on n'a pas non plus dérapé complètement. Donc, mes chers collègues, nous poursuivons aujourd'hui nos auditions de la journée en recevant Monsieur Nicolas Difourc, directeur général de BPI France, Madame Sophie Raymond, qui est directrice de l'expertise, et Monsieur Jean-Baptiste Marin-Lamellé, c'est ça, directeur des relations institutionnelles. Donc BPI France est une société, est une société anonyme dont le capital est détenu à parité par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. BPI France est la banque publique d'investissement française chargée de soutenir le développement des entreprises via de nombreux outils de financement et d'accompagnement. Elle joue notamment un rôle important dans le financement de l'innovation, de l'export et dans le soutien à la modernisation de l'industrie. Si son action couvre tous les secteurs de l'économie, nous nous intéresserons aujourd'hui bien sûr à l'industrie pharmaceutique et en particulier à la production de médicaments. Avec la prise de conscience consécutive à la pandémie de Covid-19, la réindustrialisation, voire la relocalisation du médicament bénéficie d'un véritable regain d'intérêt dans les politiques publiques. Nous parlons à longueur de temps, quasiment, de souveraineté. Dans ce secteur où les investissements sont lourds et risqués, vous nous direz si cet engouement récent se traduit aujourd'hui par des possibilités suffisantes de financement privé pour le développement de capacités européennes de production de médicaments, notamment matures, ou si à l'inverse, l'intervention du secteur public et de votre banque reste nécessaire pour soutenir une vraie dynamique. Vous pourrez à ce titre nous préciser le rôle que vous avez joué dans la mise en œuvre des appels à projets relatifs à la relocalisation en lien avec le DGE que nous avons déjà auditionné. Quel est votre regard sur la viabilité de ces projets industriels et leurs besoins de financement? BPI France sera aussi amené à intervenir dans le déploiement du plan Innovation Santé 2030, est amené d'ailleurs à intervenir dans le plan Innovation Santé 2030 que nous évoquerons tout à l'heure plus en détail avec l'Agence pour l'innovation en santé. Vous pourrez nous donner votre analyse de l'écosystème d'innovation en santé en France, puisqu'on a bien vu que dans la question des médicaments, il y a la question des médicaments matures et la question des médicaments innovants. De manière plus générale, nous souhaitons, avec cette audition, pouvoir mieux comprendre la politique de soutien à l'investissement dans l'innovation et l'industrialisation déployée par BPI France dans le secteur du médicament et quelle est votre doctrine en la matière avec votre double casquette de banque, mais aussi évidemment de banque publique. Quand on parle d'investissement dans l'innovation, l'innovation existe également dans le process de fabrication et pas uniquement dans l'apparition de molécules innovantes. Pour cette audition, d'une durée environ d'une heure, nous vous laisserons tout d'abord la parole pour un propos général de 10 minutes. J'insiste sur le cadre de 10 minutes. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera des questions plus précises. Nous vous demanderons également de bien vouloir nous retourner les réponses écrites en complément de cette audition sur la base du questionnaire qui vous sera transmis à son issue. Et je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite, chacun à votre tour, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Dufour, Madame Raymond, Monsieur Marin-Lamellé, je vous remercie et vous avez la parole. 10 minutes. 10 minutes, vous m'arrêterez. Alors, on s'était vu sur un autre sujet, et à cette occasion, on avait commencé à évoquer celui-ci, d'où ma présence peut-être aujourd'hui ici. Donc, en fond de tableau, il y a évidemment le diagnostic qui est posé, je pense qu'il fait consensus sur le fait que la généralisation du passage au générique s'est traduit par des délocalisations massives de production de principes actifs en Inde et en Chine, pour à peu près 80% des principes actifs. Tout ceci a permis des baisses de prix extraordinairement importantes, dont on peut se réjouir d'une certaine manière, car elles ont sans doute pu contribuer à l'augmentation de l'espérance de vie, après tout, hein.
mais elles ont contribué aussi à désindustrialiser le pays, très clairement. Alors, le Covid arrive, nous sommes en mars 2020, et le plan de relance arrive quant à lui, nous sommes en septembre 2020. Et très vite, donc, on identifie les conséquences, on va dire, stratégiques, souveraines et géopolitiques dramatiques, qui n'avaient pas du tout été anticipées, du choix massif en faveur des génériques dans les années 90, 2000, 2010. D'ailleurs, personne n'avait réellement anticipé les conséquences géopolitiques de la dépendance incroyable de l'Europe à la Chine et à l'Inde sur ces fameux principes actifs essentiels pour nos familles. Dépendance qui est toujours là. Commence donc une réflexion sur la renationalisation, la souveraineté, la relocalisation, et parmi tous les appels à projets qui sont instruits, documentés, gérés par BPIFrance, il y en a un qui est celui qui porte le doux nom de Capacity Building. Je ne sais pas vous dire pourquoi l'État nous a demandé d'utiliser un anglicisme. Toujours est-il que des volumes subventionnels significatifs sont déployés pour pouvoir relocaliser de la production de principes actifs. Dans le même temps, BPIFrance est invité à se pencher sur des investissements en capital dans quelques grands actifs qui sont Séquence. Nous rentrons au capital de Séquence et EuroAPI. Nous commençons à travailler à notre entrée au capital d'EuroAPI. Nous sommes par ailleurs au capital de Ethypharm. Et nous sommes en dette chez Laboratoire Delbert, dont nous avions parlé la dernière fois, Madame la sénatrice. Voilà. Voilà. Nous avons déployé au total à peu près 900 millions d'aide à la relocalisation et à la reconstruction de capacités. Mais ceci n'a pas résolu le problème fondamental qui est le problème des prix. Problème qui se concentre sur deux acronymes qui sont le CEPS et UniHA. Et nous n'y pouvons rien, nous, BPIFrance, évidemment. Donc, je ne vais pas commenter à l'infini ceci, juste pour dire que nous sommes centrés sur l'entrepreneur, et donc la voix de l'entrepreneur, c'est celle qui circule dans nos veines. L'entrepreneur nous dit que les prix du CEPS sont en dessous des coûts de production, parfois, assez souvent même, y compris parfois même des prix de production chinois. Ça peut arriver. Et ce sont les plus bas d'Europe, quoi qu'il arrive, cela, tout le monde le sait. Et l'entrepreneur nous dit également que UniHA commence à accepter des discussions intelligentes pluriannuelles sur des réservations de capacité, mais que les procédures, les cahiers des charges, tout l'encadrement juridico-normatif sont incroyablement lourdes par rapport à d'autres pays européens. Voilà. À partir de là, on fait, comme tout le monde le constate, la pénurie de médicaments. On va, comme tout le monde, nous avons nos enfants, nous avons nos parents, dans les pharmacies françaises qui nous expliquent que les médicaments ne sont pas disponibles. Où sont ces médicaments? Question ouverte. Mais il n'est pas totalement exclu qu'ils soient vendus dans des pays européens où les prix sont plus élevés. En tout cas, c'est ce que disent les officines, très clairement. Alors, BPIFrance, c'est ce qu'on fait. Au-delà de ce que je viens d'indiquer, on finance très fortement la recherche médicale, finalement, en biotechnologie, avec nos fonds de biotech, avec les fonds privés de biotech que nous finançons. Ça, c'est du capital. Donc, nous avons notre fonds Innobio. Nous avons une demi-douzaine de grands fonds privés français qui dépendent beaucoup de nous pour leur financement et qui sortent des molécules. Mais là, on est sur les traitements avancés, donc les traitements très onéreux. Donc, on a une action principe actif sur une alternative au générique, enfin sur le monde du générique. Ça, c'est une action dite industrielle. J'ai cité les entreprises au capital desquelles nous sommes. Et puis, nous avons une action start-up, qui est une action de financement de l'innovation en santé, finalement. Voilà. Bon, par ailleurs, en santé, nous sommes actionnaires aussi de réseaux de pharmacie. Nous sommes actionnaires de Lafayette. Nous sommes actionnaires de réseaux de cliniques. Donc, on a une action santé qui est assez holistique. Et nous sommes actionnaires de Doctolib, avec 10% du capital de Doctolib. On a donc une action vraiment transverse, aussi bien sur la santé digitale, sur la prévention, sur les principes actifs, je l'ai dit, sur le curatif et sur le préventif. Donc, nos équipes santé, elles sont soit en fonds propres,
soit en subvention dans l'organisation dirigée par Sophie Raymond, que je suis contente de présenter à la représentation nationale. Car Sophie est, dans les équipes de BPIFrance, celle qui pilote l'ensemble des appels à projets de France 2030. Donc elle a une très grosse responsabilité. Et elle a pu montrer dans les années 2020, plan de relance 21-22 et début 23, France 2030, la capacité de BPIFrance à monter en puissance sur des volumétries de dossiers honnêtement gigantesques qu'on n'avait jamais traités. Puisqu'on parle au total en cumulé de dizaines de milliers de dossiers complexes qui ont été instruits par nos ingénieurs qui sont dans la direction de Sophie. Et donc chez Sophie, il y a une verticale santé dirigée par Rosalie Maurice et qui instruit tout cet ensemble. Alors je pense que j'ai fait... Non, je n'ai pas fait mes 10 minutes. Alors n'ayant pas fait mes 10 minutes, je vais vous donner quelques chiffres, puisque dans les questions que vous nous avez transmises, vous parlez de l'implication soutenue de BPIFrance dans le financement de l'innovation en santé. Donc les chiffres sont les suivants. Je vous en donne 3. 2020, 272 millions. 2021, plan de relance, 1160. 1,160 milliard, dont capacity building. Et 2022, 540 millions. Donc quand on enlève le plan de relance, en fait, la croissance est continue. Donc nous sommes opérateurs fondamentaux du plan Santé 2030 à l'intérieur de France 2030, annoncé par le président de la République. Travaillons très bien avec l'Agence Innovation en Santé. BPIFrance avait proposé la création de l'Agence Innovation en Santé historiquement. C'était au printemps 2020. On avait fait un grand événement dans lequel on disait qu'il fallait absolument qu'il y ait une agence qui fasse que les gens se parlent en réalité. Non pas une agence qui finance, puisque c'est nous qui finançons, mais une agence qui crée du consensus, au moins sur les diagnostics. Donc c'est l'Agence Innovation en Santé qui est maintenant de facto l'équipe santé de la rue de Babylone, du SGPI. Oui. Donc ça, c'est les montants de subventions. Et puis alors, en capital, nous avons investi... Comment ? Oui, capital risque. Nous avons investi en 2020 130 millions en capital risque. Donc Sérénis, Selectis, DBV, etc. Toutes les startups de la bibliothèque française. 2021, 150 millions. Et 2022, 250 millions. Alors pourquoi s'il y a un saut majeur? C'est qu'on a mis un gros ticket dans Doctolib. En 2022, on a mis 100 millions d'euros dans Doctolib. Ce qui nous donne une présence importante au capital, 10%, et une présence au conseil d'administration de cette entreprise qui est devenue stratégique pour la France. Voilà. Ça, c'est la partie capital risque, à laquelle s'ajoutent nos investissements en capital développement, donc séquence, je l'ai dit. Vous avez visité l'usine de Roussillon, EuroAPI, pardon ? EuroAPI, exactement, CDM Lavoisier, Etipharm, et puis, je l'ai dit, les pharmacies Lafayette. Etipharm, E-T-Y-P-H-A-R-M. Voilà. Et puis sinon, ce que nous faisons, qui est très important pour nous, c'est du conseil. Donc, on a des missions de conseil aux entrepreneurs, que ce soit des start-upers ou des PME. Et nous avons même créé une petite école qui s'appelle l'accélérateur technologie de santé. Vous savez, nous avons créé 150 accélérateurs. On en avait parlé dans toutes les verticales, textile, métallurgie, etc. Donc, il y a un accélérateur technologie de santé dans lequel il y a une promotion de 20 entrepreneurs qui, pendant 2 ans, travaillent ensemble sur l'amélioration de la performance de leurs entreprises. Voilà. 10 minutes. Merci beaucoup. Je vais donc tout de suite passer la parole à Laurence Cohen, rapporteure, pour une première salle de questions. Oui, merci pour ce propos laminaire. Donc, ça va me permettre effectivement de vous poser des questions un peu plus précises pour avoir plus d'éléments. Tout d'abord, nous avons l'impression, au cours des nombreuses auditions que nous avons menées, que les aides publiques sont particulièrement généreuses en matière pharmaceutique, mais que malheureusement, les retours sur investissement pour les patientes et les patients français qui sont confrontés, comme vous l'avez souligné, aux pénuries et aussi au manque d'accès aux traitements innovants ne sont pas à la hauteur. Alors,
le modèle économique du médicament, surtout en ce qui concerne les médicaments innovants, est-ce qu'il serait structurellement déficitaire sans l'intervention de la puissance publique, ou bien sommes-nous dans un cas typique de nationalisation des pertes, mais de privatisation des profits? C'est ma première question. Ma deuxième question concerne le fait que BPI France cite le chiffre, si je ne me suis pas trompée, de 800 millions d'euros d'investissements étrangers. Et c'est dans l'une des publications donc, où est annoncé, ça a été annoncé par l'industrie pharmaceutique à l'occasion du sommet Choose France 2022. Quelle part de cet investissement étranger en France est dirigée vers les activités recherche et développement, et quelle part vers des activités de production? Et est-ce qu'il existe toujours un déséquilibre, on va dire, spécifique à la France, qui accueille donc une grande partie de la recherche et du développement, mais n'en récolte que très peu les fruits en termes de production sur le territoire? Ma troisième question concerne le fait que vous avez évoqué dans votre propos liminaire un certain nombre de projets, effectivement, que BPI France finance. Mais je voudrais avoir plus de précisions sur les projets qui sont privilégiés, en fait, et sur quels critères. Est-ce que, par exemple, parmi les critères que vous retenez, eh bien, c'est un ancrage durable de la production en France? Est-ce que vous prenez en compte les risques qui sont liés à l'investissement, à la compétitivité, etc. Enfin, il y a plusieurs critères. Quels sont ceux que vous prenez en compte? Et évidemment, il y a un critère important, c'est l'amélioration de l'accès aux soins. On pourrait dire aussi l'intérêt thérapeutique pour la santé publique. Est-ce que c'est un critère qui est pris également en compte donc, par BPI France dans ses choix d'investissement ou de soutien? Et sur quelles données, finalement, vous vous appuyez pour évaluer ces choix? Et quand vous soutenez tel ou tel projet, est-ce que vous avez connaissance de manière précise des autres aides publiques qui ont été perçues sur ces mêmes projets? Ma quatrième question, c'est toujours sur les projets. Vous l'avez d'ailleurs souligné. Vous êtes intervenu, vous avez soutenu effectivement le projet en 2021 de C15 pour 94 millions, je crois, de soutien financier. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire les autres projets de cet ordre-là que vous avez pu soutenir? Vous avez également, au niveau du plan Innovation Santé 2030, vous avez pu bénéficier, en tout cas, c'est ce que prévoit le gouvernement, une mobilisation de 2 milliards d'euros supplémentaires. Est-ce que ce sont des fonds qui vont abonder des dispositifs d'aide existants, ou est-ce que ça va créer de nouveaux dispositifs, et comment seront-ils utilisés? Ma sixième question, c'est concernant les relocalisations de manière peut-être un peu plus pointue. Donc, il y a effectivement les fonds que vous pouvez donc apporter. J'ai parlé de ces 15. On est allé avec la présidente sur place pour rencontrer l'équipe et voir l'usine qui va bientôt sortir de terre. Mais quand on veut relocaliser en France, on mobilise aussi toutes les collectivités qui sont autour. Or, au cours des années, malheureusement, c'est un point de vue que j'ai moi, c'est qu'on a supprimé les impôts de production. Donc, on a diminué les ressources des collectivités. Dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez que les collectivités vont pouvoir aider à la relocalisation? Et puis j'ai une toute dernière question, j'avais dit que c'était la dernière, mais c'est vous qui finalement, dans votre proposition introductive, m'avez fait réagir, et c'est effectivement important dans une commission d'enquête. J'avoue que par rapport à la mission de BPI France, en tout cas ce que j'en avais perçu,
je suis étonnée que vous ayez pu aider Doctolib pour 100 millions d'euros. Je ne vois pas en quoi ça répond à la mission que vous avez. Et deuxièmement, je ne pense pas que Doctolib avait besoin de ce financement particulier. À mon avis, ils ont d'autres sources de financement. Même si la dernière question est en parallèle de la question sur les pénuries. Nous sommes dans un lieu politique. Non, mais c'est... Je vous remercie par avance de vos réponses, mais c'est vrai que je ne vous aurais pas posé cette question si vous ne nous aviez pas informé de cet apport. Voilà, je vous laisse répondre. Très bien. Bon, je vais peut-être commencer par la dernière, comme ça on va les... Non, je suis tout à fait... Donc, Doctolib, nous n'avons pas donné de subvention à Doctolib. Nous investissons, nous sommes propriétaires. Nous avons investi, donc nous sommes propriétaires de Doctolib, donc vous êtes propriétaire de Doctolib. La nation est propriétaire de cette partie-là de Doctolib. Nous avons 10% du capital, comme nous avons du capital dans, aujourd'hui, 1000 entreprises françaises en direct. 1000. Comment ? Chaque patient est propriétaire de ses données de santé. Oui, Doctolib n'a pas accès aux données de santé. Simplement, c'est une infrastructure fondamentale maintenant. Et donc, on n'a pas du tout envie que Doctolib soit racheté par un groupe indien ou américain. Et donc, c'est notre mission souveraine d'ancrage français qui joue en la matière. Simplement, comme ce sont des entreprises magnifiques, évidemment, c'est un investissement en capital qui est significatif, mais qui n'est pas à risque, je vous rassure. Mais c'est exactement la même catégorie d'investissement que le fait pour nous d'avoir 7% du capital de Stellantis, 13% du capital d'ST Microelectronics et 10% du capital d'Orange. C'est notre mission fonds souverain. Alors, ensuite, question numéro 1. Nationalisation des pertes et privatisation des profits. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Au fond, ça, c'est une manière de voir qui pourrait s'appliquer à la totalité du financement de l'innovation. Il n'y a pas de financement d'innovation sans argent public, nulle part. Ça n'existe pas. Nous sommes sur un modèle qui est assez normatif maintenant, qu'on retrouve partout en Europe du Nord, qu'on retrouve en Israël, qu'on retrouve aux États-Unis, très fortement en Grande-Bretagne. Donc c'est un modèle dans lequel il y a un partage de la prise de risque sur l'innovation en santé entre la puissance publique et les capitaux privés. Alors, ça prend la forme de subventions. Bon, les subventions, elles sont accordées. Une fois qu'elles sont accordées, elles le sont définitivement. Elles sont sous condition de présence en France. Ça prend la forme d'avances remboursables. Donc là, s'il y a un succès, l'avance est remboursée. Et puis, ça prend la forme de capital. Et si c'est un succès, le capital vaut beaucoup d'argent, même potentiellement. Et ça, c'est le portefeuille de BPI France, et c'est le portefeuille des fonds privés financés par BPI France. L'innovation en santé, elle est effectivement en courbangie assez profonde. Donc les pertes initiales, les risques pris sont très importants. C'est une des classes d'actifs qui est à la fois l'une des plus risquées historiquement dans le capital risque depuis le milieu des années 90 et la plus profitable. C'est-à-dire que le succès, une fois sur 10, est un gigantesque succès. C'est-à-dire, quand on regarde depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui toutes les cohortes de performance des fonds de capital risque français et même européens, qu'est-ce qui est le plus profitable? La biotech. Plus que le venture capital digital. Au fond, les fonds de biotech français, parisiens, ont dégagé des performances en retour sur investissement, mais c'est le cas également aux États-Unis, supérieures à la moyenne des performances des fonds de digital californiens. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on met du capital, c'est que c'est une manière de brancher une pompe sur la création de valeur. On a financé en subvention, on a pris les risques sur les avances remboursables, on branche une pompe en création de valeur sur le capital, et si ça marche, c'est quand même un actif important qu'on peut ensuite revendre et sur lequel on génère des plus-values très significatives qu'on réinjecte ensuite dans le financement de l'innovation. Donc c'est un système qui est assez bien bouclé. Au fond, je rappelle quand même que BPI France, on gère 54 milliards d'euros de fonds propres investis dans les entreprises et on génère chaque année entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de résultats nets. 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de résultats nets par an.
qui viennent essentiellement de nos investissements en fonds propres. Alors, ensuite, les investissements étrangers, 800 millions. Quelle part en recherche-développement, quelle part en production? Honnêtement, je ne sais pas répondre à la question. Question qu'il faudrait poser probablement à Business France. Est-ce qu'il y aurait un déséquilibre spécifique en France entre la recherche-développement et la production? Historiquement, oui. Dans ce secteur, comme dans toutes les verticales de l'industrie, grâce au crédit impôt-recherche, on a gardé la recherche et on a laissé partir les usines. Ça, c'est incontestable. Il y a un chiffre que je pense qualifie la spécificité française, c'est le rapport entre le nombre de salariés de l'industrie des entreprises françaises à l'étranger par rapport aux salariés restés en France. Vous prenez les entreprises industrielles françaises, elles ont des salariés à l'étranger, elles ont des salariés en France. Bon, elles ont 3 fois plus de salariés à l'étranger qu'en France. Parce qu'en fait, elles ont mis toutes leurs unités pendant les années 2000 à l'étranger. En Allemagne, c'est 1,7. En Italie, c'est 1,5. En Espagne, c'est 1,3. Voilà. Donc la France est le pays qui a le plus délocalisé dans ces années-là, qui sont les années de la grande désindustrialisation, les années de ce que j'ai appelé le drame. Alors il y a plein de raisons, on pourra revenir sur le sujet, mais dans au cas particulier du secteur de la santé, il y a en effet la montée en puissance massive des génériqueurs indiens et chinois. Alors, les critères, donc, il y a des catégories d'actions qui sont très différentes les unes des autres. Quand on fait un prêt au laboratoire Agatan, par exemple, bon, on fait un prêt bancaire. C'est des critères bancaires. Quand on fait une avance remboursable à Séquence sur la relocalisation de la fabrication du principe actif du paracétamol, là, l'avance, elle est remboursable si, sur une durée, les détails vous seront donnés par Sophie, mais raisonnable, la production de principes actifs à Roussillon est prouvée comme profitable. À ce moment-là, on procède au remboursement de l'avance. La subvention, elle est conditionnée au contrat moral qui est que on est là pour relocaliser. Donc il faut que les machines ne bougent plus, que l'usine ne soit pas vidée pour être transférée dans un autre pays. Et ce sont cela les conditions. Mais il est vrai que il n'y a pas comme condition le fait que les médicaments produits par l'usine de Roussillon iront d'abord dans les pharmacies françaises. Cette condition n'est pas posée. Donc on ne sait pas où va la production des usines que nous avons relocalisées. Quand on relocalise, c'est pour qu'il y ait un tissu industriel français et pour qu'il y ait des emplois en France. Il n'a pas été prévu à ce stade qu'on relocalisait pour alimenter d'abord les pharmacies françaises, puisque le cas de figure de la pénurie de paracétamol dans les pharmacies françaises, quand on a, à la demande de l'État, puisque ce n'est pas nous qui fixons toutes ces conditions, c'est l'État, imaginez qu'il puisse y avoir une pénurie d'aspirine. Donc, pour bien s'arrêter là sur le sujet qui vient d'être dit, pour que ce soit bien précis, c'est pas un objectif de santé publique, c'est un objectif de réindustrialisation. Oui, c'est un objectif de souveraineté dans la production. C'est-à-dire qu'en cas de crise, on garde toute la production pour nous, ça c'est sûr, dans des cas exceptionnels. On garde, mais ça suppose une intervention. Ça fait partie de la contractualisation. En cas de crise, on garde la production. Non, c'est pas écrit comme ça, mais c'est vraiment... C'est pas écrit comme ça, mais ce qu'on peut se dire, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que s'il y a une crise terrible, tout d'un coup, l'État a les moyens réglementaires de dire, attendez, on garde les médicaments pour la population française. Mais c'est pas prévu dans la contractualisation. C'est pas prévu dans la contractualisation. Alors Séquence, a bénéficié effectivement de 58 millions d'euros de subventions et 40 millions d'euros d'avance remboursable. Donc vous savez tout puisque vous y êtes allé. Vous avez eu une présentation, je pense, très approfondie de l'actif. Je pense que c'est un sujet de fierté finalement d'avoir réussi à faire ça. Bien sûr, on n'aurait jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu en effet cette contribution publique qui pourra d'ailleurs être remboursée par le fait que nous sommes désormais actionnaires et que dans la durée la valeur de cet actif va monter. Donc les choses se compensent. Par ailleurs, on a
étant au conseil d'administration de Séquence, la possibilité, là aussi, de participer à l'agenda stratégique de consolidation européenne sur la production de principes actifs. Puisqu'une des faiblesses de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas assez concentrée sur la production des principes actifs. Elle a trop de petits groupes. Trop de petits groupes. Donc il y aura forcément des consolidations. Hein, et nous serons à la table de discussion quand il y aura ces grandes consolidations. Donc je pense que, honnêtement, c'est bien fait du point de vue de l'intervention publique. Hein. Je ne dis pas parce que c'est nous qui sommes à la manœuvre, tout n'a pas été pensé par nous. Hein. Les appels à manifestation d'intérêt sont d'ailleurs, on nous les a confiés, mais au total, on prend un peu de distance de l'avance remboursable, de la subvention, du crédit impôt recherche, du capital pour participer au destin stratégique de l'entreprise, des petits coups de pouce sur les prix aussi au CEPS pour que le paracétamol français soit quand même un minimum compétitif. Ça tient la route. Ça n'a pas toujours tenu la route comme ça. Hein. On a eu le cas de Kerlead, qui est une entreprise qui fait partie de l'appel à manifestation d'intérêt construction de capacité. Et Kerlead, en dépit de la subvention qu'elle a reçue pour localiser la production de principes actifs, n'a pas tenu dans la durée. Elle n'était pas compétitive. En dépit de la sub, en dépit des avances remboursables. Ça n'a pas marché. Elle restait trop chère par rapport aux Indiens. Hein. Donc ça veut dire que si on veut réussir face aux Indiens et aux Chinois, il faut quand même mettre pas mal d'argent public. Et il faut ensuite structurer des plateformes industrielles qui soient réellement compétitives. Hein. Le sujet, c'est la compétitivité. Alors, bon, ça pointe ensuite, évidemment, sur la politique de fixation des prix du CEPS. Mais ça, c'est tout à fait hors du mandat de BPI France. Alors, le plan Santé 2030, les 2 milliards, donc ça fait partie des 54 milliards. Hein. Ce sont les appels à manifestation d'intérêt et les appels d'offres santé du plan France 2030. Au fond, dans France 2030, on a baptisé, on a donné une marque, on a peint une verticale santé, on l'a appelée Santé 2030. Donc c'est pas 2 milliards de plus. Hein. Dans ces 2 milliards, il y avait déjà de l'argent qui était prévu par le PIA 4. Et il n'y a pas tellement plus que ce qui avait déjà été prévu ici. Il y a à la fois la partie structurelle, pardon. Il y a effectivement à la fois la partie structurelle, c'est-à-dire qu'on finance de la santé dans tous nos dispositifs d'aide non thématiques, j'allais dire. Et puis après, il y a les dispositifs portés par les stratégies de maladies infectieuses émergentes, les dispositifs de dispositifs médicaux, le plan concernant la bioproduction et et voilà, et qui sont les stratégies verticales de France 2030. Donc pour qu'on se comprenne mais bien. La question, c'est par rapport au PIA, qu'est-ce qu'il y a comme... Vous avez dit, il n'y a rien de nouveau, en fait, en fonction par rapport au PIA 4. Il y a un peu plus sur les stratégies verticales. sur les stratégies. Oui, en fait, c'est très important de comprendre que la vision de BPI France, qu'on a toujours poussée, c'est que les sachants ne savent pas tout. Les jurys ne savent pas tout. Il y a quantité de choses qui viennent de l'écosystème, qui n'ont pas été prévues, et qui sont probablement, souvent, les choses qui vont vraiment nous surprendre. Ce qui vient bottom-up de l'écosystème, on appelle ça le structurel. Ce qui vient top-down, c'est les stratégies verticales de France 2030. Hein. Donc le structurel, c'est des avances remboursables, c'est des prêts à taux zéro, c'est des prêts à l'amorçage, des prêts à l'innovation, c'est du financement du cofinancement de business angels, etc. C'est tout le monde de l'amorçage où nous sommes certes sélectifs, mais on est surtout à l'écoute du terrain. C'est les entrepreneurs qui savent. Hein. Le monde des stratégies d'accélération, c'est un monde dans lequel on définit des sujets, on lance des appels à candidature et on voit remonter des dossiers. Très différents. Hein. Voilà. Donc, dans les 2 milliards, il y a les deux. Grosso modo, 50-50. Grosso modo, 50-50. Alors, les collectivités... Oui, la question de Mme Cohen, c'était sur les impôts de production. Les impôts de production, ils sont compensés par l'État. La promesse qui a été faite.
J'en sais pas plus. Mais normalement, les impôts de production sont compensés. Hein, non, mais le sujet, il est quand même majeur. C'est-à-dire que si on s'arrête là, on ne réindustrialise pas la France. Voilà. Oui, peut-être essayer d'avoir des petites des précisions, petites ou grandes. Effectivement, quand je vous parle de crédit public et ce sur quoi je vous interroge, c'est sur un juste équilibre. Or, le sentiment que l'on peut avoir, c'est un déséquilibre, justement, en défaveur du public, c'est-à-dire plus d'apport public par rapport à ce qui est reçu en retour. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quand vous parlez des usines relocalisées, et c'est très bien, vous nous avez apporté une précision de taille, c'est-à-dire que en fait, c'est un enjeu industriel et les productions de ces usines-là ne sont pas garanties comme devant aller sur le territoire français. Ça ne fait pas partie du contrat. Mais moi, je voudrais savoir, par rapport à ce contrat, quelles sont les garanties pour que ces usines restent sur le territoire ? Parce que là, elles reçoivent donc des aides, des subventions, etc. Elles s'engagent effectivement, et il y a des investissements extrêmement importants en termes de machines, enfin bon, bref. Mais qu'est-ce qui garantit? Quelles sont les clauses qui nous permettent d'avoir une sécurisation pour que dans 2 ans, ça ne recommence pas? Enfin, quand j'y ai 2 ans ou 3 ans, voilà. Donc, est-ce que là, par rapport à ces critères et à ces garanties industrielles, vous avez effectivement des exigences avec un contrat qui va sécuriser tout ça? Et du coup, je suis un peu étonnée parce que quand vous donnez, par exemple, le Carlide, vous avez quand même, et à juste titre, enfin, je ne remets pas en cause, donner une subvention à cette entreprise, sauf que, en fait, sans avoir de garantie de la pérennité de ce modèle économique, puisque quelque temps après vos subventions, eh bien, l'entreprise a fermé. Donc, je suis toujours un petit peu étonnée parce que au Sénat, nous sommes la chambre des collectivités. Nous avons toutes et tous souvent des mandats locaux et quand il y a des de moins en moins, tu as raison Alain, mais du coup, quand il y a des subventions qui sont fournies par les collectivités, c'est toujours avec des critères extrêmement pointus et on contrôle. Et donc, je suis toujours un peu étonnée de ce décalage et notamment par rapport à Carlide. Voilà les précisions que je souhaiterais entendre. Je vais juste compléter parce qu'on est vraiment en commission d'enquête pénurie concernant la pénurie de médicaments. Comment, à un moment, les stratégies de BPI France, qui sont pas, même si elles s'inscrivent dans des perspectives industrielles, y compris dans le domaine de la santé, comment à un moment on peut considérer que face à cette grave situation de pénurie médicamenteuse qui nécessite une politique assez ferme de santé publique et forcément en lien avec la réindustrialisation et la souveraineté, comment, puisque manifestement ça fait pas partie des sujets, c'est-à-dire vos choix sont pas forcément des choix arbitrés du point de vue sanitaire, si je comprends non mais on essaie de comprendre le process quand même, le process. Non, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui fait que vous décidez d'investir dans telle ou telle industrie de fabrication de principes actifs, et est-ce que la question de la pénurie intervient à un moment ou à un autre dans les choix que vous opérez, même si évidemment vous devez prendre en compte le business plan et le modèle économique de tout ça, j'entends bien, puisque vous nous dites derrière que finalement il n'y a pas de regard sur le volume produit, son usage, sa destination, et donc en matière de politique de santé publique, quelque part il y a une déconnexion entre ce qui a été choisi et ce qui sort. Bon, je fais une mise au point qui, je pense, paraît essentielle. BPI France est opérateur de l'État, donc opérateur du ministère de la Santé au cas particulier. Donc c'est le ministère de la Santé et la Direction générale des entreprises à Bercy qui rédige l'appel d'un projet
sur la base de ce qu'ils identifient comme étant les pénuries qui doivent être traitées. Hein. C'est nous qui ensuite publions l'appel à projet, recueillons les dossiers, instruisons les dossiers, et ensuite, quand il faut décider, c'est une décision collégiale entre l'instructeur, qui n'a quasiment pas de délégation, hein, à la différence de ce qui se passait avant, et les ministères. Donc les entreprises qui ont été choisies dans cet appel à manifestation d'intérêt capacity building, c'est-à-dire typiquement Séquence, Panpharma, vous avez tout ça, hein, toute cette liste, bon, ont été choisies par l'État. Non pas sur des critères de réindustrialisation, mais sur des critères de santé. Ensuite, dans la documentation, quand on attribue les critères de santé au sens où on se dit il faut qu'on ait une usine qui sache fabriquer ça en France, quoi. Mais pour autant, on n'a pas mis dans la documentation, l'État ne l'a pas mis, le fait que la totalité de la production devait aller à la population française. Voilà. À hauteur de la demande, à tout le monde. Oui. Bon, ce sera peut-être le cas à l'avenir. Ça nous échappe, hein, ça. Mais ce n'est pas le cas, on est d'accord. Voilà. Donc c'est pas, il ne s'agit pas simplement de réindustrialiser la France. Là, il s'agissait très clairement, plan de relance, vous vous souvenez de l'ambiance, de réassurer une souveraineté de production de principes essentiels en France. Hein. Alors, donc, Madame Cohen, sur Carlide, non, mais l'économie, malheureusement, elle n'est pas administrée totalement. Ou alors, au cas particulier, il se trouve qu'elle l'est beaucoup. Mais les choses évoluent. Hein. C'est-à-dire que Carlide, qu'est-ce qu'on a fait avec nos 5 millions de subventions? Modernisation de l'outil de production de Carlide afin de répondre à la pérennisation et à l'augmentation de la capacité de production française de médicaments critiques. C'est des poches de paracétamol. Bien. Malgré la baisse du coût de production, on a quand même beaucoup baissé le coût de production, hein, grâce à une ligne complètement automatisée permettant de diminuer le prix de revient des poches par un effet volume, cela n'a pas suffi car les prix des appels d'offres des centrales d'achat ont encore baissé. C'est-à-dire que vous faites votre business plan et paf, les prix des centrales d'achat recommencent à baisser. Voilà, c'est ça qui s'est passé. L'augmentation forte des coûts de l'énergie, c'était pas prévu, et des matières premières, en partie due à la crise ukrainienne, a accéléré le problème de Carlide. Voilà. Et donc quelqu'un cherche à reprendre le site aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il faut reprendre le site très clairement. Hein, voilà. Pour le reste, c'est... Une question très directe. Donc, si finalement dans les appels d'offres hospitaliers, la dimension de favorisant, c'est pas ça, mais dans les critères des éléments liés à la souveraineté qui a amené, j'allais dire, une pondération plus favorable dans le choix qu'uniquement le choix du prix, oui, par les grands acheteurs comme Uniachat, oui, est-ce que cela aurait permis le maintien de l'usine? C'est une question. Alors c'est non, mais vous ne puissiez pas répondre directement, mais non, comme c'est le premier argument que vous mettez en avant, et on a bien compris quand même quelque part le fonctionnement en silo, voilà, oui, de cette question du, oui, médicament, sur toute la chaîne de valeur, tous ces intervenants, et la multiplicité des acteurs, fait qu'on voit bien que, faute d'avoir un regard unique ou au moins un pilotage, ça fait finalement des politiques publiques qui sont mises en échec par d'autres politiques publiques. Et donc là-dessus, dans les cahiers des charges d'achat de Uniachat, il y a déjà des clauses, on va dire, de localisation. Il est déjà prévu que vous pouvez ne pas tenir compte simplement du prix. Sauf que, honnêtement, c'est pas appliqué. Je crois que certains entrepreneurs vous l'ont dit. Il faudrait donc donner un coup de pouce pour permettre au ministère de la Santé, au management de l'ensemble de ces agences, de hiérarchiser finalement les priorités. Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est seulement le prix? Sachant qu'on joue sur, honnêtement, on est sur des volumes très élevés. Donc on parle de pouillème de prix. Hein. Les principes actifs sur le paracétamol, c'est 4% du coût de la boîte. 4%. Donc c'est quelques centimes par boîte. Hein. Et donc ce dont on a besoin pour pouvoir financer des lignes de production,
c'est 0, quelque chose centimes par boîte. On n'est pas en train de dire qu'il faut 10 € de plus par boîte, hein. C'est des énormes volumes sur quelque chose qui est totalement commoditisé. Pardon pour le jargon, commoditisé, c'est-à-dire que c'est une commodité. Je suis désolé. Bien, merci beaucoup pour ces éléments très éclairants. Est-ce que vous avez des questions, chers collègues, complémentaires? Je pense que ça a permis de regarder un peu comment les choses fonctionnaient. Merci beaucoup. Merci. On vous fera parvenir